Alors, bonjour chers amis. Avant de voir un scénario pratique à travers un lab, achevons d'abord la dernière partie de OSPF concernant donc la configuration de base du protocole OSPF. Alors, euh, nous allons donc le faire en suivant tout simplement le processus que nous avons déjà vu pour les autres protocoles de routage, à savoir que tous les protocoles de routage sont activés à l'aide de la commande router. Vous vous rappelez avec EIRGP, c'était pareil, on disait router EIRGP, le numéro du système autonome, pareil avec le protocole RIP. Donc, afin d'activer OSPF, donc vous allez utiliser donc la commande router OSPF suivi donc de l'ID du processus. Donc, ici, notez que le processus est localement significatif. Ça voudrait dire que tous les routeurs du domaine OSPF ne sont pas obligés d'avoir le même ID du processus. Donc, chacun peut avoir son ID de processus indépendamment des autres. Donc, il n'a pas besoin de correspondre donc au routeur voisin. Alors, pour donc activer OSPF, dans un routeur, vous tapez la commande router. Vous allez donc taper les commandes suivantes dans le routeur. Router OSPF, le numéro de processus. Ici, nous avons choisi le processus 1. Et une fois que vous validez, vous allez entrer donc en mode de configuration routeur où vous pouvez donc commencer à configurer votre routeur. Donc, ensuite, donc, comme nous l'avons donc dit, tous les routeurs vont être activés à l'aide de la commande router. Une fois que c'est fait, il est important de définir un identifiant unique qui sera donc utilisé par le routeur dans le domaine OSPF. Donc, pour le définir, tous les routeurs nécessitent donc un identifiant unique et cet ID est connu donc sous le nom de ID de routeur. Donc, pour le définir, donc, vous avez trois manières. En fait, vous pouvez le configurer manuellement. Et si vous n'avez pas configuré manuellement, il y a donc une manière automatique de pouvoir déterminer donc ce router ID par le routeur de manière autonome. Donc, vous pouvez donc le définir manuellement à travers quoi? En configurant le processus, l'ID unique à l'intérieur du processus OSPF. Donc, vous pouvez configurer manuellement sous le processus de configuration du protocole OSPF. Donc, vous pouvez donc le configurer en utilisant la commande router ID. Donc, une fois que vous avez lancé la commande router OSPF, le numéro du processus 1, une fois que vous avez lancé cela, vous pouvez donc définir l'identifiant unique pour le routeur 1. Par exemple, on a choisi 0001. Donc, vous pouvez donc à l'intérieur du processus OSPF taper la commande router ID 0001. Et puis là, vous avez donc défini manuellement. Et cet identifiant va donc être utilisé dans les annonces des Link State Advertisement, par exemple, de type 1, comme nous avons vu précédemment. Alors, si donc vous n'avez pas défini le router ID manuellement en tapant ces commandes, le routeur lui-même va se charger d'en choisir en exécutant cet algorithme. Donc, si cette commande est absente sous le processus de configuration du routeur OSPF, OSPF va essayer de sélectionner donc comme ID de routeur l'adresse IP la plus élevée parmi ces interfaces loopback. Donc, la première chose, OSPF, si vous n'avez pas configuré router ID, le router ID à l'intérieur du processus OSPF, OSPF lui-même va essayer de choisir un router ID parmi les interfaces loopback qui sont configurées, qui ont été configurées. Donc, parmi les interfaces loopback qui ont été configurées dans OSPF, il va choisir un router ID. Donc, parmi l'interface la plus élevée en termes d'adresse IP. Alors, si il n'y a aucune interface loopback activée dans OSPF, alors il va choisir donc l'interface la plus élevée parmi les interfaces activées dans OSPF. Donc, si vous n'avez pas d'interface loopback, il utilisera donc l'adresse IP la plus élevée sur n'importe quelle interface physique qui est activée avec OSPF. Donc, ainsi donc, que même si vous ne définissez pas
le router ID, OSPF va s'en choisir un en appliquant cet algorithme que nous avons vu précédemment. Alors, ensuite, donc, après avoir défini le processus et le router ID, nous allons donc pouvoir activer les interfaces dans OSPF. Alors, en activant donc le protocole de routage OSPF sur une interface, le routeur effectuera les deux actions suivantes. Première chose, cela veut dire que cela permettra au routeur d'envoyer et recevoir des mises à jour OSPF sur cette interface. Donc, quand vous activez OSPF sur une interface, la première chose que OSPF fait, il va envoyer et recevoir les mises à jour sur cette interface-là. La deuxième chose, OSPF va annoncer donc le réseau de cette interface sur d'autres interfaces compatibles en OSPF. Donc, lorsque vous activez OSPF sur une interface, première chose, OSPF, l'activation OSPF active donc l'envoi et la réception des mises à jour sur cette interface. Et puis deuxième chose, OSPF va annoncer le réseau qui est configuré sur cette interface-là sur toutes les autres interfaces compatibles OSPF. Donc l'activation d'OSPF sur une interface peut se faire donc de deux manières, soit directement sous le mode de configuration de l'interface. Donc une fois que nous sommes dans le mode de configuration d'une interface, par exemple ici l'interface loopback, nous lançons donc la commande IP OSPF1 area 0, c'est-à-dire que IP OSPF, le numéro du processus, et puis la zone dans laquelle l'interface appartient. Alors, on va configurer plutôt sous le mode de configuration routeur. Donc, sous le mode de configuration du routeur OSPF, en spécifiant dans l'adresse réseau suivie du masque inversé et de la zone d'appartenance. Donc, si nous prenons dans ce mode-là, nous allons d'abord entrer dans le mode de configuration router OSPF 1. Nous entrons dans le mode de configuration routeur et puis nous tapons la commande network, adresse réseau qui va donc contenir l'interface ou bien les interfaces qu'on veut activer, sur lesquelles on va activer OSPF, et puis le masque inversé qui va donc spécifier l'interface, les adresses réseau de l'interface ou bien des interfaces qu'on veut activer dans OSPF, et puis on spécifie dans la zone d'appartenance de ces interfaces là. Ici c'est la zone backbone. Donc notons que le masque inversé ici c'est on prend 255, donc masque 255 moins le masque normal. Donc ici le masque normal c'est donc pour ce réseau qu'on veut annoncer, qu'on veut, sur lequel on veut activer les interfaces réseau et annoncer, c'est le réseau 200, le masque 255 et puis 0. Donc en faisant donc cette soustraction, vous voyez que là on a 0, 0, 0 et puis à la fin 255. Donc le masque inversé c'est 0.0.0.255. Donc voilà donc comment la configuration de base de OSPF donc est effectuée. Donc voyons donc à présent le scénario de lab. Donc nous nous intéressons donc au diagramme réseau que nous pouvons voir sur cette figure. Et puis nous avons trois zones. Désolé, nous avons trois zones. Nous avons la zone backbone ou la zone 0. Et puis nous avons à droite la zone 10. Voilà. Et puis nous avons à gauche la zone 20. Alors, donc les interfaces loopback sont définies comme nous pouvons le voir là. Et puis nous avons donc ces différentes zones là, et puis donc nous allons pouvoir donc configurer OSPF suivant les informations contenues sur le diagramme ci-dessous. Bon, notons que nous avons les interfaces qui sont connectées au périphérique. Nous avons R10, interface E01 de R10,
interface E01 de R6 également qu'on est connecté au périphérique. Donc, en principe, ne peuvent pas effectuer d'adjacence OSPF avec leurs voisins qui sont les périphériques. Alors, nous avons également les interfaces loopback qui sont les interfaces locales internes autant pour moi, qui ne peuvent pas également effectuer l'adjacence OSPF avec un voisin quelconque. Donc, voilà donc le scénario que nous allons effectuer. Donc, sans plus tarder, voyons donc les différentes configurations à faire. Donc, la première chose, on nous demande de configurer OSPF suivant dans les données du diagramme réseau. Donc, si nous allons prendre, je crois, peut-être un ou deux routeurs pour pouvoir expliquer. Par exemple, le routeur R1 que voici. Nous constatons déjà qu'en plus des interfaces loopback définies là, nous avons deux interfaces série sur lesquelles nous devons activer OSPF. Bien entendu, les adjacences vont se former seulement sur les interfaces série parce que il y a les routeurs OSPF à l'extrémité de ces interfaces. Mais sur les interfaces loopback, l'adjacence ne va pas se former, donc on va les désactiver plus tard dans OSPF pour qu'ils n'envoient pas les mises à jour et ils ne reçoivent pas les mises à jour OSPF. Alors, pardon. Donc, au niveau du routeur R1, donc, pour pouvoir activer OSPF sur toutes ces, en fait, pour pouvoir activer OSPF sur toutes ces interfaces, donc, nous allons entrer d'abord en mode de configuration router OSPF 1, le processus, et puis maintenant définir le router ID qui est l'identifiant unique de OSPF dans le domaine. Et ensuite, maintenant, nous allons définir donc, nous allons donc activer OSPF sur ces interfaces-là. Donc là, nous avons les deux interfaces série, donc 192.168.17.0 et puis 192.168.12.0, donc /24, donc le masque inversé, ça sera 0.0.0.255. Et toutes ces interfaces sont dans la zone 0, donc partout là, c'est area 0. Et puis, le réseau 10.0.0.0 va englober donc toutes les interfaces loopback que voici, qui appartiennent donc tous au réseau 10.0.0.0, donc avec le masque inversé, donc 0.255.255.255. Voilà, donc en activant, en lançant cette commande, on va activer OSPF sur toutes ces interfaces, loopback. Donc, pareil pour les autres. Bon, là, c'était le mode de configuration donc, activer OSPF à l'intérieur du processus OSPF. Maintenant, nous pouvons également activer OSPF sur les interfaces sans utiliser le processus OSPF, mais en utilisant directement, en se mettant directement en mode de configuration d'interface. À ce moment-là, on va définir par exemple seulement le router ID au niveau du processus OSPF et puis les interfaces vont s'activer de manière autonome. Donc, on entre là, on va prendre un groupe d'interfaces, donc interface range, loopback 0 jusqu'à 2, donc on englobe toutes les interfaces loopback. On englobe également l'interface E00 et puis on active donc OSPF parce que donc IP OSPF 1 et à 0, donc parce que toutes ces interfaces appartiennent à la zone 0. Nous sommes bien dans R5. R5, il est à quel niveau? Voilà, R5. Le voici. Voilà, donc l'interface E00 et les interfaces loopback 0. En loopback, toutes les interfaces loopback sont dans la zone 0. Et maintenant, il n'y a que l'interface série 1.0 qui est dans la zone 20. Et c'est ce que nous faisons là. Donc, interface série 1.0, on la met dans la zone 20. Donc, IP OSPF 1, donc le numéro du processus, area 20. Voilà. Donc, nous allons donc afficher ensemble pour voir
les configurations. Donc, nous allons prendre par exemple le routeur R3. Donc, nous allons en show run section router OSPF. Sorry, router show run. Ok, donc là nous avons donc au niveau de R3, nous pouvons donc comparer. Donc voici exactement la configuration donc qui est ancrée au niveau de R3. Bien, donc ensuite nous avons quel mode là. Donc si nous partons par exemple également voir la configuration au niveau de peut-être R7 pour voir l'autre mode de configuration. Donc R7. Donc là, nous voyons que ici, en mode de configuration routeur, nous n'avons que la commande router ID 0007. Donc les autres commandes sont à l'intérieur des interfaces. Donc si nous affichons sur l'interface, par exemple, loopback 0, voilà, nous voyons que c'est configuré. Dans le mode de configuration interface, c'est là-bas qu'on va activer OSPF. Voilà, si nous voyons l'autre interface, dans loopback 1, nous voyons que c'est la même chose, loopback 2. Et puis il y a aussi l'interface série 1.0. Voilà, donc nous voyons également que c'est ça. Voilà, et puis l'interface E00. Il y a également l'interface E00 et E02. E00. Voilà, E00. Voilà, c'est ça. E02 et puis c'est ça. Voilà, donc nous voyons que toutes ces interfaces sont configurées. Donc, on a activé OSPF en mode de configuration d'interface. Voilà, donc là c'est ça. Donc nous allons à présent voir donc nous allons revenir sur notre diagramme réseau. Nous allons revenir sur notre diagramme réseau. Le déplacer peut-être pour mieux visualiser. Voilà, donc nous revenons donc sur notre diagramme réseau et ensuite nous allons afficher la table d'adjacence, la table de voisins, par exemple au niveau du routeur R5 pour pouvoir voir de manière plus précise certaines notions. Donc R5, si nous faisons show IP OSPF neighbors, show IP OSPF neighbors, voilà. Donc là nous voyons donc que ce routeur R3 a établi des adjacences avec le BDR qui est ici R4. Donc nous voyons que nous sommes ici à un niveau d'un segment multi-accès. Donc nous avons dit que nous avons vu qu'au niveau d'un segment multi-accès, tous les routeurs du même segment vont établir les adjacences uniquement avec le designated router et le backup designated router. Donc là, nous pouvons donc le voir ici à R5. Ici, le designated router c'est R7. Et vous voyez que l'adjacence est complète. Et puis le backup designated router c'est R4. Et l'adjacence est complète. Vous voyez qu'avec R3, qui est l'autre routeur du segment, il n'y a pas d'adjacence. Donc vous voyez que c'est tout et ça cherche toujours. Donc il n'y a pas d'adjacence établie. Donc tous les routeurs du segment vont établir l'adjacence uniquement avec le DR et le BDR. Et puis ils vont donc pouvoir échanger les autres informations. Donc leurs informations sur les lignes d'advertisement seront échangées via le DR et le BDR. Et puis ici,
Bon, bien sûr que quand le BDR est actif, ce n'est que le BDR qui va faire des échanges des informations. Si le BDR tombe, si le DR tombe, autant pour moi, le BDR va prendre le relais. Donc, nous avons également une adjacence avec le routeur 10. Avec le routeur 10 sur l'interface série 1.0. Nous voyons, voilà, ceci. Donc, si nous affichons également la table d'adjacence des voisins sur R7, nous allons au niveau de R7. Voilà, si nous allons au niveau de R7, donc Show IP OSPF Neighbor. Voilà, donc nous voyons que ici, R7, puisque R7 est le DR, R7 va établir des adjacences avec tous les routeurs du segment. Nous voyons que R7 a établi l'adjacence avec R3, avec R4, avec R5. Voilà, sur ce segment-là. Donc, nous voyons que si nous revenons là, R3, R4, R5. Donc, les adjacences sont complètes. Voilà. Donc, R7 établit les adjacences avec tous ces routeurs du segment-là parce qu'il est le DR. Il est le DR. Et puis maintenant, il va également établir deux autres adjacences donc avec R1 au niveau de l'interface série 1.0 et puis avec R2 au niveau de l'interface E00. Donc, nous voyons là. Voilà. Donc, c'est ça là. Donc, nous voyons ici que avec R2 est le BDR parce que bon, ce segment n'a que deux routeurs. Donc, R7 sera le DR et R2 sera le BDR. Et puis, au niveau de l'interface série, donc, nous avons également une adjacence. Voyons également, pour finir peut-être, les adjacences au niveau de R4 qui est le BDR. Nous verrons aussi que R4 va établir les adjacences avec tous les routeurs du segment. Donc, Show IP OSPF Neighbor. Voilà. Donc, R4 va établir donc les adjacences avec tous les routeurs du segment. Nous voyons que là, R4 a établi l'adjacence avec R3 qui n'est pas qui est un routeur simple, et puis a également établi l'adjacence avec R5 qui est un routeur simple dans le segment, et puis avec le DR qui est R7. Donc, et si nous regardons au niveau de R3, nous verrons que R3 ne va établir l'adjacence qu'avec le DR et le BDR. Donc, voyons également sur R3, donc Show IP OSPF Neighbor. Voilà, donc nous voyons que R3 établit l'adjacence uniquement avec le BDR qui est R4 et avec le DR. Avec R5, pas d'adjacence. Voilà. Donc là, c'est spécifique à un segment multi-accès. Alors, après avoir vu dans la table BDR, voyons maintenant la table des Link State Advertisement. Donc, nous, comme nous avions vu, nous allons voir, par exemple, si nous regardons le routeur R10, nous avons vu qu'il y a les adresses loopback déjà, et puis il y a cette interface série. Donc, et puis nous avons l'adresse réseau qui est derrière là. Donc, ça voudrait dire que nous aurons combien de nous aurons un link state advertisement type 1 que R10 va annoncer. Et puis pour voir ce link state advertisement, son ID, ça sera le router ID de R10 qui est donc 00010. Et puis ce link state advertisement aura plusieurs liens. Donc nous aurons un lien pour chaque loopback, pour chaque interface loopback, un lien pour l'interface E01 puisque il n'y a pas une adjacence qui est derrière, donc ça sera un stop. Donc ça veut dire que nous aurons 1, 2, 3, 4, 5 liens stub, et puis nous aurons un sixième lien stub ici au niveau de l'interface série, parce que l'interface série, comme nous avons vu, aura deux liens. Il y aura un lien d'abord sur le stop, hein, et puis un lien qui va donc spécifier effectivement le voisin, dans l'interconnexion avec le voisin. Donc, affichons donc au niveau de R10
affichons la table link state advertisement. Donc, si nous faisons show IP OSPF database, donc database, et puis router, donc link state advertisement type 1 router, et puis nous mettons le router ID de R10. Voilà, donc là, voici donc les différents liens que ce link state advertisement va annoncer. Comme nous l'avions dit, donc le link state advertisement ID, c'est le 00010, comme nous l'avions dit. Et puis, il y aura donc 7 liens. Voilà, 7 liens. Nous avons vu qu'il y a d'abord les 4 liens que voici, les 4 liens liés au loopback. Et puis, nous avons le lien, pardon, le lien lié à l'interface réseau E01. Et puis, 2 autres liens liés à l'interface série. Ça va donc faire 7 liens. Et puis, nous pourrons donc voir les détails. Pour le premier lien, l'ID du lien, ça sera 10.10.0.10. Donc là c'est le loopback. Le deuxième lien, même chose, loopback 10.10.1.10. Loopback de 10.10.2.10. Et puis, là, nous avons également un autre lien loopback. Loopback 10 qui est 10.10.10.10. Ensuite, maintenant, nous avons le lien à travers l'interface série. Voilà. Donc, l'ID sera donc le router ID du voisin qui est R5, donc 0005. Et puis, le link data, ça sera le masque. Non, qu'est-ce qu'il dit? Pardon, le link data, ça sera l'interface qui est connectée donc à ce routeur R5. Et puis le deuxième qui est annoncé toujours sur cette interface série, nous avons donc l'ID qui est le réseau dans 192.168.10.105.0, et puis c'est donc un stub network. Et puis nous avons donc le dernier qui est cette interface, il a E01 avec donc pour link ID le réseau, et puis le masque comme link data. Donc ça fait 7 liens qui sont annoncés donc au niveau de ce routeur, au niveau de ce link state advertisement. Donc nous voyons que là c'est parce que nous sommes dans dans la zone Area 20. La zone Area 20. Maintenant, si nous partons au niveau de... toujours au niveau de la zone R10, nous pouvons également voir le link state advertisement annoncé par R5. Nous avons vu que les routeurs vont annoncer les links state advertisement reçus des autres, tels que reçus de leurs voisins. Donc, au niveau de R10 toujours, nous pouvons visualiser ce que R5 va annoncer. Bon, signalons déjà que nous avons vu que les interfaces loopback de R5 seront dans la zone 0. Donc, dans la zone 20, on ne va pas voir les interfaces loopback, les liens ici là, on ne va pas voir. Donc, au niveau de la zone 20, pour le routeur R5, on va juste voir 2 liens dans le link state advertisement de R5. Donc, c'est ce que nous allons voir donc au niveau de R10 là. Donc là, nous voyons qu'il n'y a que 2 liens pour la zone 20, puisque le routeur R10 appartient à la zone 20. Donc, il n'y a que 2 links state advertisement. Donc, et les 2 links state advertisement appartiennent au lien série, à l'interface série. Donc, le premier lien, l'ID, ça sera le router ID du voisin qui est R10, donc 00010. Et puis, le data, ça sera l'interface qui est connectée donc à ce voisin-là, c'est-à-dire 192.168.105.5. Donc, voici. Et puis, le deuxième lien, ça sera pour annoncer le réseau. Donc, l'ID du lien, ça sera le réseau, donc c'est-à-dire 192.168.105.0. Et puis, le link data, ça sera le masque en 255, 255, 255.
donc avec les différentes métriques. Donc, et puis, si nous essayons d'afficher le link advertisement type 1 annoncé par R3, nous verrons qu'on ne va rien voir parce qu'il n'est pas dans le domaine, il n'est pas dans la zone 20. Donc, pour pouvoir voir le link advertisement type 1 annoncé par R3, il faut aller au niveau de la zone 0. Donc, par exemple, si nous partons au niveau de R5 ou bien R4, on va pouvoir voir. Donc, allons par exemple au niveau de R5. Au niveau de R5, Show IP OSPF Database. Et puis, Router, on met pour l'ID, donc Link State Advertisement ID pour R3. Là, on pourra voir donc que R3, donc, pour R3 va annoncer donc c'est le bac. R3 va pouvoir annoncer donc le lien lié à ce loopback et puis son interface face Ethernet, son interface E00, donc Ethernet 00. Donc si nous revenons au niveau de R5, donc nous avons 5 link state advertisement, donc en plus des 4 loopbacks qui sont liés au lien, on aura donc ce lien-ci là. Donc, et puis, donc nous avons donc voilà, donc nous avons dans les loopbacks, donc nous avons les liens, les différents liens. Le premier lien, c'est le link ID, l'adresse loopback du premier, de la première interface, loopback 1, loopback 2, loopback 3, loopback 2, loopback 10, voilà. Ensuite, maintenant, interface, l'autre interface là, voilà. Donc ici, nous avons donc le lien qui est 192.168.100.7 et puis le link data, nous avons le link data qui est l'interface, donc l'interface qui est connectée donc à ce segment là. Et le link ID, c'est l'adresse du designated router, comme nous pouvons le voir là. Donc pareil, si nous sommes dans R5, nous ne pouvons pas voir le link advertisement type 1 qui est annoncé par R6, nous ne pourrons pas voir cela. Donc, voyons également dans un segment multi-accès, le link advertisement type 2. Le link advertisement type 2, prenons par exemple, allons à R4. Pardon. Nous avons vu que le link advertisement type 2, son ID, ça sera l'adresse du designated router. Donc, nous avons donc Show IP OSPF Database et puis nous allons dire Network puisque c'est le Link State Advertisement type 2 encore appelé Network Link State Advertisement. Donc nous allons mettre l'ID qui est l'adresse du designated router qui est pour ce segment là c'est 192.168.100.7. Voilà. Donc nous voyons que effectivement le Link State Advertisement type 2 va donc donner l'ensemble des routeurs qui sont connectés pardon qui sont connectés à ce segment là. Donc nous avons 4 routeurs connectés à ce segment là. Donc là c'est le link advertisement type 2. Nous pouvons également voir un autre link advertisement, celui par exemple que R7 va annoncer pour le segment à travers l'interface E02. Ici, nous voyons que le designated router ici sera toujours R7. Donc, et dans nous allons voir au niveau toujours de R4, par exemple, si nous voulons voir le link state advertisement type 2 pour le segment 192.168.27.7 dans le designated router. Donc, 27.7. Voilà, nous voyons donc que le routeur R7 donc, va annoncer qu'il a 2 routeurs connectés dans ce segment-là. Voilà. Donc, et puis, voyons donc le dernier. Pardon. Voyons le dernier link state advertisement vu qui est le summary link state advertisement. Donc, par exemple, si nous sommes au niveau de la zone
0 et que nous voulons voir par exemple, nous voulons connaître comment par exemple on peut joindre le réseau en 192.168.26.0. Nous allons donc aller au niveau de n'importe quel routeur de la zone 0, par exemple R3. Alors, dans R3, nous allons dire Show IP OSPF Database. Donc, là, c'est Summary Database. Donc, le link state advertisement type 3, c'est Summary. Donc, on va donc dire, OK, nous, on veut savoir comment, comment joindre ceci. Voilà. Donc, là, nous avons donc, il nous donne, au lieu d'envoyer, parce que nous avons vu que pour ce segment, pour le segment 192.168.26.0, chaque routeur, donc R2, va envoyer le link state advertisement type 1 pour ce segment-ci là. R6 va envoyer le link state advertisement type 1 pour ce segment-ci là. Et le designated router, donc R6, va annoncer également un link state advertisement type 2, toujours pour ce segment-ci là. Donc, R2 ne va pas envoyer tous les 3 links state advertisement vers vers d'autres zones. R2 va juste annoncer le réseau. Donc, comme summary links advertisement, le réseau 192.168.26.0 vers le backbone. Donc, et c'est ça que nous avons vu là au niveau de R3. Voilà. Donc, et puis, il annonce donc ça. Et puis, il dit, OK, si vous voulez joindre ce réseau-là, comptez sur moi. Donc, advertising router, il va mettre son adresse. Donc, R2 va mettre son adresse router ID. Et puis, donc là, c'est ici l'ABR ou alors le Area Border Router, ça sera R2 donc, ici. Pareil, si nous nous plaçons au niveau de R6, et que nous voulons voir par exemple, je sais pas moi, le link state advertisement, en fait, comment joindre par exemple le réseau 192.168.105.0/24 de la zone 20. Nous allons donc afficher, là on va chercher ce link state advertisement dans le summary link state advertisement et puis on va mettre pour ce segment-ci là, dans 105.0 et là nous avons donc la réponse, on va nous dire c'est R2 qui peut nous aider à avoir ces informations là. R2 peut nous aider à avoir ces informations là. Donc si on veut joindre ce réseau là, on n'a qu'à envoyer, en fait à demander l'information sur R2. Donc on envoie à R2 et puis R2 va acheminer. Donc voilà, chers amis, en ce qui concerne les différentes bases de données link state advertisement que nous avons vues, il ne nous reste plus qu'à voir maintenant la table de routage. Donc si nous voyons, nous partons au niveau de R6, show IP route OSPF. Alors voici donc nous voyons que il y a beaucoup de routeurs interzone. Il n'y a plus beaucoup de routes, autant pour moi, interzone, parce que justement, vous voyez que toutes les routes interzone là vont passer par l'ABR qui est R2. Vous voyez partout la 192.168.26.2, 26.2, 26.2, 26.2. Donc c'est l'ABR. Ça veut dire que R6, pour pouvoir joindre n'importe lequel de ces réseaux, il va passer par le routeur R2. Donc pareil, si nous allons au niveau par exemple du routeur R10, on va voir qu'il va passer plutôt par R5 dans show IP route OSPF. Voilà, là aussi nous avons beaucoup de routes interzone parce que justement dans cette zone-ci là il y a moins de routeurs et moins de réseaux, donc beaucoup de routes interzone. Nous voyons là, voilà. Donc et puis il passe par R5 partout. Vous voyez 192.168.105.5 partout parce que l'ABR ici c'est donc pour cette zone-ci là c'est R5. Alors, si nous venons au niveau de la zone 0, nous prenons par exemple le routeur R3 show IP route OSPF. Voilà, donc là nous avons moins de area
dans de zone inter, moins de réseaux interzone, parce que justement, il y a plus de réseaux au niveau de en fait, dans nos grandes architectures, nous avons plus de réseaux dans le backbone. Et puis, sachez que beaucoup de routeurs sont vus sont logés dans plusieurs zones dans la zone backbone. Donc, nous avons les différentes destinations. Par exemple, pour les réseaux qui sont du côté de la zone 10 là, donc par exemple le réseau en 10.0.26, il est quelque part là en bas, 10.0.26, il est où? Il est plus haut. Voilà, le voici, 10.0.26. Donc nous passons par S7. Nous passons par S7 et puis S7 va envoyer à R2, ainsi de suite. Donc voilà, chers amis, en ce qui concerne donc les différentes tables, donc nous allons par exemple faire un test d'accessibilité. Donc nous allons nous placer au niveau de ce périphérique. Bon, ce périphérique, donc ping. Donc nous allons mettre l'adresse de l'autre périphérique. Il a mis quelle adresse ici? On va essayer de voir quelle adresse. Ok, 10.0.26.2. Ok, point 2. Essayons voir. 10.0.26.2. Voilà, donc le ping passe. Nous voyons bien que étant dans la zone 20, on a accès à un périphérique de la zone 10. Donc voilà, donc très chers amis, ce que nous pouvons vous montrer donc concernant ces différents aspects autant pour moi de OSPF. Avant de terminer, donc voyons donc la suite du TP. Donc à la suite du TP, il est question de désactiver OSPF sur les interfaces n'ayant pas de voisin OSPF. Nous avons donc identifié ces interfaces comme étant, par exemple, au niveau de R10, nous avons l'interface E01 et ainsi que les différentes interfaces loopback. Et puis au niveau de R6, nous avons l'interface E01 et les différentes interfaces loopback. Et dans tous les routeurs, nous avons les 4 interfaces loopback. Donc, ce que nous allons donc faire, nous allons tout juste exécuter ce script-ci, auquel vous êtes déjà habitué, puisque nous l'avons déjà vu pour les autres routeurs, pour les autres protocoles. Donc là, on active dans R1. Voilà. Donc là, en activant, vous voyez comment, puisqu'on a mis default, on désactive d'abord par défaut. Et puis on réactive pour ces différents réseaux là. Cette manière de faire n'est pas conseillée pour un réseau qui est déjà opérationnel. Cette manière de faire, c'est-à-dire que désactiver toutes les interfaces et puis réactiver uniquement les interfaces qui sont importantes, qui doivent être configuré en fait actif en OSPF. Cette manière de faire n'est pas bonne pour un réseau qui trafique déjà. Pour un réseau qui trafique déjà, il faut désactiver une à une les interfaces concernées, donc les interfaces que vous voulez désactiver. Donc nous allons peut-être le faire pour le routeur suivant, le routeur R3 R2. Au lieu de désactiver tout comme ceci, nous allons tout simplement désactiver les interfaces que nous voulons désactiver. Par exemple, l'interface loopback, donc interface loopback 0 pour R2, le voici, voilà. Donc il n'y a que les interfaces loopback là-bas. Donc interface loopback 0, voilà. Donc on fait pareil, on copie, on colle
et puis on va juste changer les dénominations. Voilà, donc là c'est interface loopback 1, là c'est interface loopback 2 et puis interface loopback 10. Interface loopback 10. Voilà, donc vous voyez que vous verrez que lorsque on va exécuter ceci au niveau de R2, ça ne va pas désactiver les voisins OSPF. Voilà. Router OSPF. Le loopback n'est pas bien écrit, donc enlevons un O partout. Un O, enlevons un O par endroit. Voilà, donc nous prenons ceci. Donc R2, au niveau de R2, voilà, au niveau de R2, nous exécutons. Voilà, donc là vous voyez que là, ça n'a pas désactivé les voisinages OSPF. Voilà. Donc ça c'est la manière de faire lorsque vous êtes en production. Bon, mais si c'est le déploiement, donc vous pouvez continuer à utiliser ce que nous avons préparé là. Donc au niveau de R3, nous allons juste coller. Voilà, là ça désactive et puis ça réactive ensuite. Donc ensuite R4. Ensuite R4. R4, nous avons également, voilà, R4 et puis R5. R5. Donc, nous voyons un R5 pareil, donc nous allons coller. Voilà. Donc, on réactive, on active, on réactive. En R6. R6. Bien. Et puis en R7. R7. R7, on active, voilà. R7 et ensuite en R10. Voilà, donc là, nous avons donc désactivé OSPF sur les interfaces qui ne doivent pas recevoir ou envoyer des mises à jour OSPF. Mais ces interfaces, on va toujours, sur ces interfaces, on va toujours annoncer leurs adresses réseau configurées. Voilà donc, les chers amis, ce que nous pouvons vous montrer concernant les concepts de base de OSPF. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc retrouvons-nous dans les prochaines vidéos pour le protocole routage suivant qui sera donc le protocole BGP. Je vous remercie.